Ceci étant dit, ouais, c'est tout un jeudi. Tout un jeudi. On va aller parler avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est docteur en sociologie, qui enseigne aussi la sociologie, blogueur au Journal de Montréal, chroniqueur à la radio. Il a un livre qui paraît et ce livre-là parle de la démission politique du Québec. On le retrouve à l'instant. Bonjour, Monsieur Savard-Tremblay. Oui, bonjour. Bon matin. D'abord, je suis certain que vous avez une opinion sur la campagne électorale américaine et sur l'élection de Donald Trump. J'aimerais vous entendre là-dessus d'entrée de jeu, parce qu'un gars qui s'intéresse à la politique provinciale, je peux pas croire qu'il s'intéresse pas à la politique américaine. Oui, absolument. Surtout que c'est relativement en lien avec les thèses que j'avais un peu appliquées par rapport au Québec dans mon dernier livre. Donc oui, ça effectivement, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Quelle surprise quand même, première chose. Hein. Quelle surprise, mais c'est surprenant, mais je dirais que ça m'a pas fait non plus tomber en bas de ma chaise, dans la mesure où je me doutais qu'il y avait sûrement une partie qui était négligée par les sondages. Là. Mais quelle aussi révolte populaire qu'on a vue dans ce vote-là. Une révolte populaire parce qu'on a vu que Donald Trump a tablé sur plusieurs thèmes. Il a changé beaucoup d'idées sur un paquet d'affaires, là. Ça faut le dire, entre les primaires et l'élection présidentielle où il était candidat investi. Entre le moment, donc, où il a été choisi contre son propre parti, en tapant allègrement sur son propre parti, donc en tapant sur les deux derniers présidents républicains qui étaient les deux Bush, en tapant sur les deux derniers candidats républicains qui étaient Mitt Romney et John McCain. Mais là, après, il devient lui-même candidat, puis il a tout fait un peu pour rallier cette gang-là quelque part. Oui. Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce qu'on rêve pas en couleur, finalement? Je regarde des commentaires qui ont été faits hier, là. Des gens qui disent, par exemple, qui sont contents du résultat, que le pays a indiqué à tout le monde qu'il en avait assez de se faire siphonner leur argent à coups de milliards pour faire des courbettes, flasher dans les médias, se bourrer les poches aux dépens de la supposée... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on rêve en couleur. Peut-être un peu comme on a rêvé en couleur, mais dans l'autre sens, quand on a élu Barack Obama. On a beau afficher une image, mais ce qu'on peut faire avec cette image-là après, c'est souvent beaucoup plus contrôlé que les électeurs le croyaient. Oui, on l'a vu, vous avez bien fait de faire le parallèle. On l'a vu autant Yes Weekend, là, Obama, que là, aujourd'hui, Trump. On voit que c'est vraiment le règne des agences publicitaires, là, la politique américaine, maintenant. Là. C'est vraiment le règne des agences de communication là, qui sont en train de construire des personnages, construire des phénomènes. Puis une fois qu'ils gagnent, il y a des attentes extrêmement grandes. Puis là, quelques mois après, on se rend compte, finalement, c'est des êtres humains. Finalement, c'est peut-être pas facile à diriger ce pays-là. Puis là, l'impopularité monte. Puis l'insatisfaction monte. C'est toujours un peu le même pattern, puis ça, c'est le bout aussi, que quand vous perdez votre emploi, quand votre usine ferme pour aller en Chine, comme Trump l'a martelé allègrement, ou pour aller au Mexique, c'est pas une agence publicitaire qui va vous dire que votre président est bien bon, qui va vous convaincre. Oui. Mais en même temps, si on prend ce simple point-là, puis on en a parlé durant la campagne électorale sur nos ondes, dans les commentaires. Évidemment, les entrepreneurs, là, ceux qu'on appelle les gens d'affaires au Québec, là, aux États-Unis, on les appelle les millionnaires. Ceux-là, ils sont encore intéressés à faire de l'argent demain matin. Ils sont encore intéressés d'aller là où ça coûte le moins cher. Ils sont encore intéressés d'aller faire fabriquer leurs vêtements pour 2 piastres puis les revendre 100 piastres, là. Je veux dire, il y a pas grand-chose qui va changer demain matin, là. C'est pour ça que Trump a dans ses propositions de dire si vous délocalisez, si vous décidez là, que vous allez ailleurs parce que c'est plus payant ailleurs que chez nous, sors le cash avant. Autrement dit, dédommage-nous avant de dire que tu vas mettre du monde à pied. Est-ce qu'il va le faire encore là? C'est une autre question. Exactement. Parce que là, on nous disait, on n'a pas arrêté de nous dire qu'étant donné que c'est un massacre intégral des républicains, ils ont gagné la présidence, ils ont gagné les gouverneurs, ils ont gagné le Sénat, ils ont gagné la Chambre des représentants. Mais Donald Trump, il n'est pas nécessairement en bon terme avec son parti, il faut s'en rappeler. Là. Oui. Je suis pas convaincu que les idées que lui a dans la tête vont faire l'affaire de tout le monde. C'est ça. Parlons de votre livre, votre ouvrage, La démission politique du Québec. Comment il faut cadrer ça pour partir l'entrevue, là? Comment il faut cadrer ça? Vous me le demandez. Écoutez, comment il faut cadrer ça? Disons que mon point de départ, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi
c'est certain. Bon, on regarde les événements, les événements politiques au Québec. On voit que chaque gouvernement, on dirait, tombe très très rapidement dans l'impopularité. Chaque gouvernement fait des belles promesses, mais une fois rendu au pouvoir, semble peiner énormément à les réaliser. Ça, je dis rien de révolutionnaire en vous disant ça. Non. Ce qui est intéressant aussi, regardez le gouvernement actuel, il a gagné autour du slogan « Les vraies affaires ». Autrement dit, il n'y a plus en politique d'affrontement des grandes visions, des grandes conceptions de ce qu'il faut faire. C'est maintenant de la gestionnite, là. C'est vraiment maintenant... les élections sont devenues des espèces d'entretien d'embauche où la description de tâches est très claire. Ça veut dire on va gouverner dans la stabilité, on va administrer les comptes publics, on va réparer les routes. C'est vraiment de la gestionnite à la petite semaine comme ça. Oui. Et on a l'impression que nos élus sont rendus des représentants au service à la clientèle, là. Mais dans le fond de l'histoire, est-ce que c'est tout simplement que nos politiciens d'aujourd'hui ne trouvent plus le moyen de présenter à la population de grands projets mobilisateurs? Je dis bien de grands projets mobilisateurs, tout ça étant le fruit de la gestion de la décroissance. Il y a ça évidemment, mais présenter un grand projet mobilisateur, c'est bien, puis on en a parlé un peu juste avant concernant le cas américain. Mais une fois que vous arrivez au pouvoir, si vous êtes dans la totale impuissance, si vous êtes dans l'incapacité d'agir, vous pouvez pas faire de miracle non plus. Oui. Dans le sens où l'État québécois est de plus en plus une succursale, c'est le titre de mon livre. Déjà, disons, l'État québécois qui n'est pas un pays, qui est une province, avait déjà des pouvoirs très limités en partant. Mais là, avec cette mondialisation-là, où les centres de décision sont de plus en plus loin, où les accords commerciaux, puis moi je suis très partisan du commerce, mais les accords qu'on dit de libre-échange aujourd'hui, c'est tout simplement des accords sur les échanges entre les pays. Maintenant, c'est des accords, c'est des règlements de 4000 pages, de 5000 pages, de 6000 pages, c'est des pavés, c'est des méchantes briques de règlements qui disent aux États à peu près, vous devez vous comporter comme ça ou vous êtes dans l'illégalité. Mm-hmm. Donc, que voulez-vous faire maintenant quand nous avons des gouvernements qui n'ont plus d'autre but que de servir ces objectifs du commerce international? Ouais. Mais si on revient au titre du livre, la démission politique du Québec, en fait, qui a démissionné? Est-ce que c'est la population qui a démissionné? Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les politiciens qui ont démissionné? Est-ce qu'on aurait pu changer démission par désillusion? Écoutez, oui, dans la mesure où il y a une double démission, en fait. C'est que nos élites ont démissionné à aller de l'avant sur ce genre de grand projet-là. Ils rentrent dans le moule qui leur est déjà fait, qui est déjà construit d'avance. Autrement dit, la petite gestionnite à la petite semaine, puis on est complètement tourné vers les exigences de la mondialisation. Mais en même temps, c'est évident que la collectivité québécoise, qui se plaint depuis longtemps qu'elle n'a pas de projet emballant, que ses élites politiques ne l'emballent pas, c'est évident que cette collectivité-là, elle a subi, on n'arrête pas de nous dire que la question nationale est morte. C'est évident qu'après 2 référendums perdus, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Puis là, les gens se sont comme sentis un petit peu d'abord aplatis, puis là, on finit par se dire, on passe à autre chose, on essaye de tourner la page là-dessus, puis on cherche d'autres grands projets, mais il n'y en a aucun qui est venu de remplacement encore. Ouais. Au-delà de la réflexion, est-ce que vous tentez d'apporter des pistes de solutions? Oui, c'est-à-dire que, disons que comprendre la source du problème qui est que, parce qu'il faut pas se tromper, c'est un déficit de démocratie. Qui dit un État de plus en plus impuissant dit que le citoyen peut de moins en moins s'exprimer en son sein, peut de moins en moins orienter l'avenir de sa collectivité. Quand votre avenir est désormais déterminé par des grands accords mondiaux, par des grandes instances supranationales, ou encore par des espèces de commissions d'experts qu'on dit qu'il faut mettre à côté du gouvernement, vous avez de moins en moins de contrôle. Donc, la solution, à partir du moment où on comprend le problème, c'est de réinvestir les institutions démocratiques, de recomprendre ça doit être quoi le politique finalement, là, de recomprendre ça doit être quoi l'action gouvernementale. Oui. Et en terminant, dites-moi, est-ce que puis là, je veux pas faire de politique, je fais rien que poser la question. Est-ce qu'un Québec pays serait plus stimulé qu'un Québec province? Stimulé,
stimuler. Que voulez-vous dire par stimuler? Stimuler dans l'esprit ou faire de la politique lorsqu'on est à la tête d'un pays serait plus inspirant que lorsqu'on est à la tête d'une province, d'avoir peut-être les coudées plus franches pour accomplir ses objectifs, parce qu'il faut pas oublier que le Québec devenant un pays, on ne se chicane plus sur le fédéralisme ou encore l'indépendance, et on travaille dans un objectif commun qui est celui du nouveau pays. Est-ce qu'on serait plus stimulé ou plus avantagé en ce sens-là? Écoutez, il y a une partie qui dépend bien entendu de ce qu'on fera, dans le sens où regardez un paquet de pays indépendants qui sont aux prises avec aussi des classes politiques comme ça qui veulent ou qui ne peuvent rien faire. Oui. Donc, mais c'est évident qu'un Québec indépendant gagnerait un paquet de pouvoirs, un paquet de compétences qu'il n'a pas actuellement. Donc oui, je crois qu'un Québec indépendant serait davantage en mesure d'agir qu'en tant que province. Mais est-ce que nous aurions des politiciens plus inspirés, parce qu'on peut convertir la province en pays, mais je pense pas qu'on puisse convertir des gens de personnes douées à génie. Ça, je suis pas persuadé de ça, là. Ben écoutez, quand on dit qu'on a les politiciens qu'on mérite, oui, c'est aussi le fait que, imaginez qu'à partir du moment où on a fait l'indépendance, que ça, peu importe le nombre d'années que ça va prendre à achever, ça veut dire qu'on aurait obligatoirement une élite qui aurait dû apprendre à se responsabiliser dans un paquet de sujets qu'ils ne connaissent pas actuellement, qui sont aujourd'hui du ressort d'Ottawa. Vrai. Donc, en partant, ça nous forcerait à se tirer vers le haut, inévitablement. Bien, merci d'avoir commenté tout ça. Merci à vous. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est l'auteur de l'ouvrage « La démission politique du Québec ».